Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette rencontre Un endroit où aller où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir José Camoun. Bonsoir José. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Alors ce soir j'ai l'immense joie de recevoir non pas un auteur mais peut-être que si un auteur, un peu un auteur déguisé, mais une traductrice. Vous êtes la traductrice, une des traductrices avec Guy Jamin puisque vous êtes partagé la Absolument. de ce best-seller que j'ai entre les mains, qui s'appelle Mémoire de jeunesse, de Vera Brittain. Alors, je prononce peut-être mal Brittain, parce que moi, je n'ai pas l'accent que vous avez, vous, José. Et il est paru aux éditions Viviane Ami. Ce best-seller a mis 90 ans avant d'être traduit en français. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis spectateurs qui peuvent poser des questions à José par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir de les lui poser. Donc, vous êtes traductrice. Avec Guy Jamin, on est venu vous chercher pour traduire ce best-seller qui est un classique de la littérature anglaise. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Vera Brittain? Vera Brittain, et je crois que vous avez d'ailleurs une photo, que vous avez Oui. sélectionné une photo, une petite photo d'elle. C'est une jeune fille de bonne famille. Voilà. Il y a un chapitre qui s'intitule Être une demoiselle de province. C'est une jeune fille de bonne famille. Quand vous la regardez, là, dans sa jeunesse, elle est petite, elle est menue. On dirait une première communiante dans son uniforme d'infirmière. Et lorsqu'elle va devenir infirmière, en effet, d'une certaine manière, elle n'est guère plus qu'une première communiante ayant peu d'expérience de la vie. Mais son expérience de la vie est celle d'une jeune fille de bonne famille, j'y reviens. Elle vient d'une famille d'industriels des Midlands. Et le but de la vie d'une jeune fille, c'est très simple, c'est de se marier, de trouver un garçon marriageable, hein, donc acceptable, un parti acceptable, voire avantageux dans le meilleur des cas, ce qui est la raison pour laquelle on lui a offert des cours de piano, bien sûr, des cours de danse, de jolies toilettes à Londres, et elle va paraître à son premier bal, chastement vêtue de blanc avec un rang de perles. Voilà la jeune personne qui va avoir un destin totalement inattendu, c'est-à-dire que rien ne l'a préparée à ce destin, rien ne l'a préparée non plus à la déflagration, au cataclysme de la guerre de 14-18, et c'est ce qu'on va voir. Voilà. Cette jeune fille frêle, ne pas s'y tromper, ne pas se faire avoir par le caractère gracile de la belle. En fait, elle a une volonté de faire. Donc, au cours de cette autobiographie, on va la voir d'abord entrer à Oxford, ensuite, quand la guerre éclate et que son frère et les amis de son frère s'y engagent, devenir infirmière, et on verra plus tard le retour de la guerre. Parce que ce livre est paru en Angleterre en 1933. Oui. Est-ce que vous avez une explication de savoir pourquoi il n'est traduit que 90 ans après sa parution en français? Puisqu'il a été traduit, je crois, en espagnol, en allemand, en néerlandais. La France n'en voulait pas? Qu'est-ce qui se Oh passe? non, non, je crois absolument pas que ça vienne d'un refus délibéré. Je penserais plutôt que c'est un angle mort dans la vision des éditeurs. Heureusement, cet angle mort a eu une fin par les éditions Viviane Ami. Mais quand j'ai commencé à le traduire, moi, j'en avais jamais entendu parler, à vrai dire. Et j'en ai parlé à des amis britanniques qui m'ont dit, mais comment? C'est maintenant que vous le traduisez, mais enfin, c'est archi connu chez nous. C'est aussi connu que le deuxième sexe chez nous, vous voyez? En plus, il a été adapté au cinéma en 2014. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, vous non plus. Je crois qu'il y a très peu qui l'ont vu. Mais c'est quand même. Alors, alors, on remercie vraiment les éditions Viviane Ami. Moi, quand Lise Chastelou, l'éditrice, m'a pitché le livre, moi, j'ai dit, moi, je veux le lire. Je ne savais pas ce que j'allais lire. Alors, c'est un récit quasi quotidien. Alors, il faut se rebasculer dans la guerre de 14-18. Mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la modernité du texte. Alors vous, quand vous l'avez découvert, comment vous avez appréhendé la traduction, justement? Et c'est une histoire à rebondissement. Je ne vais pas les énumérer tous parce qu'on y passerait la soirée. Mais lorsque les éditions Viviane Ami m'ont pressenti pour le traduire, en fait, j'étais pas libre. Mais je suis quand même allée le lire sur place et j'ai lu le deuxième chapitre qui est justement le retour que fait cette jeune fille sur son existence passée et irrémédiablement révolue de jeune fille de bonne famille. Et je trouvais ce texte absolument saisissant. Il était saisissant de modernité parce qu'on y sentait bien sûr, on le sentait infusé de féminisme. C'est quand même une grande époque féministe aussi, hein, bien entendu. Et je le trouvais incroyablement profond. Ce que je trouve d'extraordinaire dans ce livre, c'est la façon d'articuler le destin individuel
sur la catastrophe planétaire, si vous voulez. Et notamment, mais il y a beaucoup d'autres choses dedans, la passion amoureuse qui va être décuplée, qui va être dramatisée au sens le plus immédiat, le plus fort, par le fait que aujourd'hui vivant, demain mort peut-être. Donc j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement poignant, d'extrêmement vibrant, qui avait aussi un plaidoyer contre le puritanisme. Il y avait une mise en accusation du puritanisme, une mise en accusation du bellicisme, et qui avait là-dedans une extrême cohérence, si vous voulez. D'où la modernité, c'est-à-dire que c'est un regard qu'on pourrait avoir maintenant, bien sûr, mais qui en 1930 n'avait rien d'évident. Or, tout à l'heure, quand nous nous sommes entretenus toutes les deux de manière informelle, vous avez prononcé deux mots que je trouve des mots clés, la lucidité de cette jeune personne et son engagement, les deux, lucide et engagé. Engagé sans illusion, sans idéalisation, prenant conscience justement de toute cette idéologie qu'on leur a diffusée pour les envoyer au casse-pipe ou réparer les malheureux qui y sont allés. Il y a un mot que je pourrais ajouter et que je trouve qui correspond bien à Vera Brittain, c'est la volonté. Parce qu'elle est volontaire. Et c'est fou. Et rien que la première phrase, alors je l'ai noté, ça commence comme ça, le récit. Quand la guerre éclata, je n'y vis pas une tragédie superlative, mais plutôt l'interruption singulièrement exaspérante de mes projets personnels. Rien que l'entame du C'est très drôle. en dit long quand même. Parce que effectivement, vous avez dit, c'est profond, mais c'est puissant et c'est poignant. Il y a tout là-dedans. Alors, il y a 726 pages. N'ayez pas peur parce qu'on les tourne très vite. On prend presque une claque parce qu'on se dit, la vache, effectivement, elle a un recul, la modernité, donc effectivement, l'engagement qu'elle a à son jeune âge. Et c'est surtout la vision. Pareil, elle évoque aussi, là j'avance un peu dans le temps, mais elle évoque la révolution russe qui l'exaspère. Comment on peut écrire ça à son âge? Est-ce qu'elle avait le recul nécessaire? C'est quand même dingue parce qu'elle vit plein de choses, mais on va revenir. Déjà, elle va se battre pour aller à Oxford. Alors voilà, c'est pour ça, et d'ailleurs j'allais en parler, parce que la phrase que vous avez lue est extrêmement drôle, évidemment, c'est beaucoup d'humour et d'autodérision, mais il faut bien savoir pour comprendre cette phrase que ces projets, en l'occurrence, c'est d'entrer à Oxford. Alors Oxford reçoit les femmes depuis pas si longtemps, bien qu'elles ne puissent pas passer le même diplôme que les hommes, enfin Oxford reçoit les femmes. Encore faut-il y être reçu. On est reçu sur concours, et le concours n'est pas une pure formalité, loin s'en faut. Et encore faut-il, en préalable, convaincre monsieur père et madame mère que cette jeune fille, au lieu d'aller courir les balles avec un rang de perles, va tourner des feuilles de Milton ou de Keats. Hein. Et donc le père est tout à fait hostile à ce projet. Il fait valoir qu'il a dépensé assez d'argent pour sa fille, sans encore aller payer des professeurs pour qu'elle aille à Oxford, d'autant plus qu'elle a reçu l'éducation classique de la jeune fille à marier, c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'elle sait peu de latin et encore moins de grec, comme son illustre prédécesseur Shakespeare. C'est du moins la réputation qu'on lui a faite. Donc elle est obligée de cravacher pratiquement en solo, et on a emporté le morceau en famille, car son frère, qui lui est destiné à Oxford de toute éternité et de toute évidence, bien entendu, hein, le frère qui est très solidaire de sa sœur, ils sont extrêmement fusionnels, comme on dirait maintenant, tous les deux, le frère a dit, oh bah, si elle ne peut pas y aller, moi j'y vais pas. Alors là, évidemment, le père a baissé pavillon, et la voilà qui prépare ses concours. Elle les prépare vraiment dans des conditions, la volonté, là vous la voyez, c'est-à-dire c'est une volonté acharnée. Elle prépare ses concours dans des conditions extrêmement défavorables. Elle ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, elle ne sait pas se situer, mais elle va y arriver. Elle va y arriver et elle va finir par arriver à Oxford totalement décalée, cette jeune fille de province en manteau du soir, reçue par la directrice de la faculté, qui se souviendra d'elle comme une jeune fille arrivée en manteau de satin. Donc c'est très drôle ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de tons considérable dans cette autobiographie. On passe de l'humour, l'autodérision, du détail, jamais trivial, hein, c'est toujours un détail éclairant, à des considérations philosophiques sur qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'amour finalement. Hein. Donc on a la guerre au ras du vécu, mais au ras du vécu ne veut pas dire sans recul, puisque c'est la chose que vous avez signalée très justement.
Pareil, à un moment donné, elle dit que c'est très dur, c'est triste d'être une femme. Déjà, elle a quand même des convictions et elle analyse très vite. Bon, alors après, je pense que quand même, elle était assez brillante, hein, même si elle a C'est le traversé moins qu'on puisse Oxford. dire. On sent qu'elle est quand même, voilà. Elle a de Mais la volonté, mais elle a du neurone aussi, hein, ouais, ça va ouais. pour elle. Donc, elle va à Oxford, et puis tout d'un coup, à l'été 1915, elle fait j'allais dire une reconversion, c'est pas une reconversion, elle décide de s'engager, donc là c'est de l'engagement, c'est le mot engagement, pour devenir infirmière volontaire. Oui, C'est parce quand que, même, et je crois que vous venez de lier ça très justement, à mon sens, à sa tristesse d'être une femme. Donc, il faut dire que, comme on pouvait s'y attendre, à une distribution des prix de fin d'année à l'école de son frère, dans la public school de son frère, elle a rencontré l'élément le plus brillant de l'école, et naturellement, ils se sont épris l'un de l'autre. Donc, ça pourrait donner, en temps de paix, ça donnerait lieu à un mariage qu'on approuverait plus ou moins, mais enfin, en l'occurrence, ce serait tout à fait respectable. Là, les garçons ne trouvent rien de mieux, avec toute cette propagande belliciste, que de chercher à s'engager par tous les moyens. Et donc, ils s'en vont, et ils vont échanger des lettres, bien entendu, hein. Cette autobiographie, c'est une œuvre assez composite, si on veut, en ce sens qu'il y a des extraits de journaux intimes, de journal intime, il y a des lettres échangées, il y a des poèmes échangés, parce qu'à cette époque-là, les gens qui sont lettrés écrivent des poèmes sur leur situation, leurs émotions. Donc, on a toutes ces formes d'écriture qui font que, d'abord, l'attention ne se lasse jamais, parce que nous avons cette multiplication finalement de points de vue, de tons. Donc, à travers les lettres qu'ils échangent, elle se rend compte que finalement, euh, la guerre éloigne les hommes des femmes. La guerre est quelque chose d'extrêmement clivant, et la guerre est quelque chose c'est la chose des hommes. Et quand ils vont revenir de guerre, d'ailleurs, en permission, elle va les trouver incroyablement changés, métamorphosés. Je ne dirais pas vieillis, mais ayant acquis de la maturité. Et elle se sent évidemment par rapport à ça sur la touche. Elle a ce sentiment de la futilité d'aller étudier Platon pendant qu'ils sont dans les tranchées. Et elle se dit qu'elle pourrait être plus utile ailleurs. Sans doute se dit-elle aussi, même si elle ne le dit pas de façon explicite, qu'elle deviendrait une interlocutrice plus plausible en touchant la guerre par l'autre bout. Et c'est ce qu'elle fait. Et là aussi, elle va raconter les conditions extrêmement dures des infirmières, d'abord à Londres, hein, et puis après, elle va voyager. Mais elle raconte qu'elle travaille depuis le matin 7 heures jusqu'à 13 heures et l'après-midi de 17 heures jusqu'à 21 heures. Donc, c'est des journées de 10 heures dans le froid. En général, c'est mal chauffé, à avoir les besognes les plus rebutantes. Mais la volonté est là. je voudrais rebondir sur les poèmes. Moi, alors, il y a une qualité quand même des poèmes qui est quand même extraordinaire. Moi, je suis pas très poésie, mais là, j'avoue que on est quand même dans un niveau qui est quand même assez élevé. C'est un peu comme des interludes ou des respirations, mais c'est toujours aussi un baromètre de son état d'esprit, je trouve, parce qu'il y a de la gravité, il y a de la joie, il y a de l'humour dans ces poèmes, et ça jalonne. C'est des respirations sans être des respirations. C'est un véritable trésor, en fait, hein, ce récit, hein. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu une malle au trésor dont on sort des éléments les uns après les autres. Oui, ce sont des respirations, et je trouve que par rapport au reste de la prose, qui est généralement assez explicite, hein, puisqu'on a des journaux et des lettres, en général, je dirais que ce n'est pas énigmatique, on comprend tout à fait de quoi il est question. Les poèmes, eux, je les dirais plus élusifs, ils sont plus flous, ils provoquent des émotions qui sont plus diffuses, on dirait. Ça n'empêche pas qu'elles soient poignantes, hein, mais c'est plus mystérieux, c'est plus métaphorique, forcément, parfois allégorique, hein. C'est tout dans la suggestion. Je ne dirais pas que ça m'a fait penser au haïku japonais, parce que la forme du haïku est extrêmement repliée, suggestive, etc. Mais ça m'y a fait penser en ce sens que c'est une pratique que des gens lettrés échangent, dans ce sens-là, et aussi parce que ça permet de dire ce qu'on ne peut pas tout à fait dire autrement. Donc ça laisse, je dirais, une marge poétique à ces émotions. Et c'est vrai ils ont une tonalité assez mélancolique en général, plus mélancolique peut-être que tragique.
Et ça, c'est effectivement des interludes. Je crois que vous avez tout à fait raison. Oui, ça colle tout à fait à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on est dans le vécu et il y a le décalage. Et ces poèmes, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a le quotidien de la guerre, ce qui est quand même très lourd et pesant, et puis on a le décalage avec ces poèmes, avec ces digressions digressions. Elle se permet des choses par les poèmes, donc ça c'est tout à fait intéressant. Disons qu'il y a quelque chose peut-être de la lévitation, si vous voulez, hein. Ouais, On décolle un petit peu avec les poèmes, on décolle de ce vécu qui est non seulement réaliste, mais presque naturaliste, hein, puisqu'il est question du corps tout le temps, du corps. C'est un fantastique hymne au corps aussi, je trouve, hein, et au corps de la jeunesse, au corps souffrant. C'est tellement profond, on s'en remettra pas. elle a un rapport au corps assez spécial d'ailleurs, puisque donc elle tombe amoureuse, quoi. Elle va se lier au début, il s'appelle Roland, donc le jeune homme en question, mais ils vont jamais se voir, ils vont jamais être ensemble, vraiment partager des choses charnelles. Mais elle a un rapport au corps qui est assez spécial et elle arrive à nous véhiculer par ses mots et par ses expressions, mais tout ce que l'amour engendre en fait. Vous avez raison, ça m'a beaucoup frappé. C'est quelque chose enfin, qui m'a profondément émue moi-même. Lorsqu'elle prend son premier service d'infirmière, elle rappelle que la dernière fois qu'elle a vu un homme nu, c'était son frère âgé de 3 ans dans la nurserie. Donc, elle n'a jamais vu d'homme nu. C'est une époque post-victorienne, de très peu post-victorienne, donc éminemment pudibonde. On cache tout. À un moment donné, elle va décrire ce que porte une jeune lycéenne et les dessous en flanelle, enfin des horreurs, hein. Le corps vraiment, il est étouffé. Voilà. Et donc, elle va raconter que jamais elle n'a éprouvé de gêne ou de dégoût devant ces corps de jeunes gens, ces corps d'hommes, et que au fond, elle leur a rendu tous les services, sauf coucher avec eux, dit-elle, ce sont ses propres mots. Or, voilà une jeune fille qui part de rien, si vous voulez, qui ne sait rien du corps masculin, absolument rien. Et à travers les corps de ces jeunes gens, on comprend bien qu'elle établit mentalement, dans le fantasme, un rapport au corps de Roland. Et d'ailleurs, à un moment donné, en effet, bien, ils ne pourront jamais s'unir charnellement, comme on aurait dit à l'époque, mais on voit bien qu'à un moment donné, elle rêve d'avoir un enfant de lui, et donc de passer par toutes les étapes précédentes. Donc il y a beaucoup de désirs entre eux, il y en a même tellement qu'ils osent à peine se tenir la main. C'est parce que c'est extrêmement passionné, hein. C'est charnellement passionné aussi, c'est incandescent ce bouquin par moment. Alors moi, je me suis dit, elle est allée, donc après Londres, elle est allée à Malte. Malte, c'est quand même, donc on pense aux Templiers, on pense à tout ça. Et quand j'ai montré la photo tout à l'heure, on dirait presque une religieuse, avec ses vêtements d'infirmière. Et on se dit, mais est-ce qu'elle va basculer? Moi, je me suis posé la question, puisque je ne savais pas ce que j'allais lire par la suite, puisque c'est son journal intime et ce sont ses mémoires. Je me dis, est-ce qu'elle va basculer? Est-ce qu'on va elle va aller vers la religion ou pas? Pas du tout, mais on pense quand même, il y a ça qui est un peu en filigrane, je trouve. Mais je trouve que votre question n'a rien de farfelu parce que d'abord il y avait des religieuses qui étaient infirmières, bien entendu, hein, il y en avait en Angleterre, en France et partout ailleurs, hein. Ce sont deux vocations qui ne sont pas du tout incompatibles. Et deuxièmement, on voit bien que dans son extrême jeunesse et son côté aussi très intellectuel, hein, très cérébral, c'est pas intellectuel, c'est cérébral, intellectuel par ailleurs, mais surtout cérébral, on voit bien qu'elle a des aspirations spirituelles qui sont extrêmement fortes. Donc, l'idée qu'elle aurait basculé, euh, oui, vers la religion, ça n'a rien effectivement, d'incohérent avec sa personnalité. Mais c'est pas le cas. Et cette parenthèse de Malte, puisqu'elle l'appelle elle-même la parenthèse, est vraiment une éclaboussure de soleil dans un récit qui est tout de même assez sombre, ce qui est souvent assez sombre. Et on voit aussi presque quelque chose du touriste anglais, de ces gens du Nord qui arrivent enfin dans la lumière du Midi, les couleurs du Midi. D'ailleurs, ces descriptions, là aussi, vous parliez de modernité, mais ces évocations de Malte, je trouve que ce sont des tableaux modernistes, hein. Il y a des grands aplats, il y a des couleurs qui se succèdent, qui chantent ensemble. Il y a des évocations de la végétation, de la mer. Et tout d'un coup, on a quelque chose qui se dessert, c'est-à-dire ce climat rude, cette angoisse du quotidien. Alors Malte, c'est pas du tout, c'est pas le club méditerranéen, hein, elle y est bien sûr en qualité d'infirmière, mais par rapport à tout ce qu'elle a connu avant,
Malte, on peut s'y promener, Malte, on peut sortir, Malte, on peut être à l'air, hein, au grand air. Et d'ailleurs, elle dit, c'est son sanctuaire. On a l'impression qu'elle est en sécurité, que ça la protège, que cette ville la protège. Que Oui, la tout mer, à fait. l'influence de la Méditerranée aussi y est sans doute pour quelque chose. Absolument, mais ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer, on ne va rien divulguer parce qu'il ne Ah faut pas. ben non, 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 on dira rien. Et pareil, elle a un recul, là j'ai noté une phrase, quand elle a un recul sur la guerre, elle dit dire que nous avons atteint l'ère de la motorisation, des aéroplanes, des téléphones et des obus de 42 centimètres, mais que nous en sommes toujours à nous entretuer. Elle est Ouais, profondément pacifiste. ouais. Enfin, c'est une personnalité extrêmement cohérente par ses engagements. C'est-à-dire qu'elle est pacifiste et elle sait pourquoi. C'est pas une espèce d'a priori fumeux. Elle sait vraiment pourquoi. Je pense qu'elle est pacifiste plus ou moins au départ, beaucoup plus encore évidemment à l'arrivée. Elle a des germes européens dans sa manière de concevoir, bien entendu, la géopolitique. Et elle est féministe. C'est-à-dire que on comprend bien que dans sa dénonciation du bellicisme, des va-t-en-guerre, il y a une dénonciation du patriarcat, parce que tout ça, c'est parfaitement logique. Hein. Et on voit bien aussi que si les femmes sont victimes du patriarcat, les hommes ne le sont pas moins. Le patriarcat, dans cette affaire, n'a avantagé personne. Donc oui, elle est profondément pacifiste, elle s'intéresse à la société des nations. Quand elle deviendra journaliste plus tard, ses engagements seront de ce côté-là. On peut dire que c'est une rebelle. Oui, c'est peut-être pas une révolutionnaire, mais en tout cas, c'est à 100% une rebelle. Une rebelle C'est une visionnaire, rebelle. peut-être. C'est une rebelle, et quand elle ne veut pas quelque chose, ben elle va pas le faire. Donc elle va pas continuer à aller au bal et aller jouer au tennis et au golf et faire des ventes de charité. Au bout d'un moment, elle ne va pas le faire. Voilà. Et par la suite, quand il faudra qu'elle obéisse aussi à une hiérarchie imbécile avec des contraintes imbéciles, quand elle aura la moindre chance de ne pas le faire, elle ne le fera pas. Je pense que sa volonté marche aussi avec une capacité de refus, une force d'inertie assez colossale. Donc, dans ce livre, donc, il y a une histoire d'amour, mais il y a aussi une autre histoire de couple et de. Vous avez évoqué Édouard. Édouard, c'est le frère donc, de Vera. Et moi, ça m'a marqué ce passage, la mort du frère de Vera Brittain. Elle écrit des mots qui sont. Je sais pas, moi, ça m'a touchée. Alors que, bon, c'est pas. Elle a un lien avec son frère qui est très fort. Et on a l'impression que son monde s'effondre à ce moment-là. Ben, On a l'impression que même si ses parents, elle les aime beaucoup, mais avec son frère, elle a un lien, mais qui est quand même terrible. On a l'impression que même l'histoire d'amour, elle est là, quoi. En fait, c'est son frère. oui, alors je pense que l'histoire d'amour est là aussi, que d'ailleurs, d'une certaine façon, c'était sûrement une histoire d'amour à trois, hein, je veux dire, en tout cas dans le psychisme, parce que, bien entendu, c'est le meilleur ami de son frère, hein, comme de juste, il va y en avoir d'autres après qu'on va rencontrer qui sont intéressants aussi. Son frère, on peut supposer, on a lieu de le supposer dans le cours de l'histoire, est plus attiré par les hommes que par les femmes, vraisemblablement. Mais surtout, ils sont extrêmement proches par l'âge. Hein, ils ont peut-être 18 mois, 2 ans d'écart, sont proches. Et elle va évoquer plusieurs fois leur gémellité. En fait, ils sont comme des jumeaux. En fait, ils sont quasiment télépathes. Ils se comprennent sans même avoir besoin de se parler. C'est un artiste, c'est un musicien, un compositeur. De ce côté-là aussi, elle l'admire beaucoup et il y a, je pense, une forte empathie. Donc, c'est un peu, oui, c'est un couple de jumeaux, on pourrait dire. Ils se sont racontés des histoires quand ils étaient dans leur petit lit dans la nurserie. Elle lui a inventé des histoires. On voit bien que ce lien-là, quand il va être rompu, elle ne sait plus qui elle est. Il lui en manque. Elle est perdue. On a l'impression qu'on lui a enlevé quelque chose et qu'elle Et n'arrive pas. oui, Elle a des mots très forts parce qu'elle dit ma première vie s'arrête quand mon frère meurt. C'est quand oui. même dingue d'avoir ce discours-là, quoi. Absolument. Mais après tout, lui aussi, il meurt à 20 ans. Enfin, ces choses sont tellement déchirantes. Non, c'est vrai que c'est dingue. Donc voilà, donc il y a moi, c'est un passage qui m'a vraiment marqué. Bon, il y en a d'autres qui m'ont marqué dans le livre, mais celui-là, elle a écrit des choses, je les ai pas, je les retranscrirai mal, mais je trouve que c'est un moment très poignant. Je trouve un des moments du livre où il y a beaucoup d'émotions quand elle parle de son frère et de la mort de son frère. Et je pense que ce que vous êtes en train de souligner me paraît aussi enfin, des grandes qualités de ce roman. C'est-à-dire que de ce roman, c'est pas un roman, une autobiographie, j'ai encore fait ce lapsus, vous voyez, ce personnage, cette jeune femme vraie, de la vraie vie, et Dieu sait qu'elle est très vivante hein, pour nous,
elle allie une cérébralité impressionnante, un intellect de choc, à une capacité empathique, émotionnelle, hors du commun aussi. C'est-à-dire que c'est tout sauf un intellect desséché. C'est au contraire une conscience, elle a aussi l'intelligence de l'émotion. Elle entretient avec les gens, alors son frère, c'est vraiment l'exemple ultime, on pourrait dire, Roland aussi, mais elle entretient avec son monde, avec les gens qu'elle aime, des relations extrêmement intenses et profondes. Elle n'est jamais dans la mondanité. Ça, c'est pas pour elle. Donc après cet épisode d'infirmière, elle va retourner à Oxford, étudier l'histoire, là, cette fois-ci. Et d'ailleurs, elle dit que c'est bizarre, elle a comme, là encore, une histoire de décalage, parce qu'elle a l'impression de retourner à l'école alors qu'elle a eu un vécu d'adulte, d'une vie d'adulte, puisqu'elle a vécu des choses graves avec la guerre. C'est quand même... on est toujours dans le décalage, vous avez raison, le mot décalage est important aussi. Alors, il est aussi tout à fait significatif qu'elle n'étudie plus la littérature, mais l'histoire. On peut comprendre pourquoi. Enfin, on peut comprendre, il y a une résonance à ce nouveau choix. Mais ce que j'ai trouvé extrêmement frappant dans ce retour à Oxford, qui est d'ailleurs très important pour la suite de sa vie aussi, hein, c'est pas rien, c'est que elle s'attend de manière implicite et informulée à être accueillie avec une certaine considération, puisqu'elle a voué des années de sa vie à réparer les soldats blessés. Elle s'attend au moins qu'on s'intéresse à son cas, peut-être, à son expérience, qu'on lui pose des questions. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est dans le narcissisme ou l'arrogance, mais elle trouverait normal qu'on la prenne en compte. Mais, contre son attente, il n'en est rien, parce qu'on arrive, évidemment, parce qu'à la période 14-18 vont succéder les années folles, de la guerre, on ne veut plus entendre parler. Et au contraire, au lieu d'être un témoin précieux, elle serait presque un témoin gênant. Et là aussi, je trouve qu'elle a une lucidité et un recul pour montrer ça, pour montrer en quoi, en quelque sorte, son amour-propre, malgré tout, il est frustré, mais aussi, enfin, un discours là-dessus politique, bien sûr. On ne veut plus en entendre parler. Et les jeunes gens d'Oxford et les jeunes filles d'Oxford veulent s'amuser, veulent tourner cette page. Donc, en réalité, elle est devenue plus encombrante qu'autre chose. C'est la mère paradoxe de tout ça, mais elle s'en remettra aussi. Alors, vous avez dit roman tout à l'heure, moi aussi je l'ai dit ce matin, roman, mais Oui, on en fait ce lapsus. en fait, il y a quand même quelque chose de très romanesque dans ce récit. Donc c'est vrai, on a tendance à dire roman, mais elle a un destin quand même qui est digne d'une héroïne d'un livre, d'une histoire qu'on aurait inventée, alors que c'est sa propre vie. Comment justement, est-ce que ça y est, bon j'imagine que ça y était dans le texte, dans la version originale, ou est-ce que Ah oui, j'y suis pour alors, rien. je vais rebondir sur une phrase qu'elle dit. Elle dit: «Une romancière a presque tous les droits au service de son art». Est-ce qu'une traductrice a tous les droits aussi dans le service de l'art, de la littérature? Oh, question simple, réponse compliquée. Ça dépend. Vous savez, s'il y a une expression clé pour parler de la traduction, ça va être ça dépend. Comment faites-vous? Ça dépend. Est-ce que vous traduisez ceci? Ça dépend. Vous voyez, je suis en train de travailler, d'écrire enfin un petit livre, non, c'est un gros livre sur la traduction, où il y a des entrées, puisque c'est un dictionnaire amoureux de la traduction. Il y en a une qui s'appelle Traduire les noms propres. On ne traduit pas les noms propres. C'est une convention, on ne les traduit pas. Hein. On n'a pas traduit Eugénie Grandet en anglais, on n'a pas traduit Oliver Twist par Olivier Tordu, vous voyez. Bon, on ne traduit pas les noms propres, sauf quand on les traduit. Donc là aussi, notre métier est fait d'exceptions. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant à traduire dans cette autobiographie qui n'est pas un roman, mais qui est très romanesque, je vous l'accorde volontiers, c'est une prose post-victorienne, hein. C'est très écrit. Ce sont des phrases sont de longues phrases parfois, assez rhétoriques. Et puis, bien sûr, il y avait les poèmes à traduire. Donc, c'était pas gagné non plus. C'était assez difficile, les poèmes à traduire. Enfin, au début, je trouvais que il y avait plusieurs manières de les aborder. C'était pas un type de poésie que j'avais l'habitude de lire.
Donc, en tout et pour tout, alors il y avait aussi quelque chose qui m'inquiétait un peu au départ. Il y a énormément de références culturelles, si vous voulez, par exemple, de références de noms d'institutions, des choses comme ça. Je me disais, mais est-ce que ça va pas faire beaucoup pour le lecteur français? Et puis finalement, avec Lise Chasteloup, l'éditrice, et donc Guy Jamin, on a trouvé des solutions pour que la lecture soit fluide quand même. Possible, Et, hein, je vous le confirme. et bon, bah, tant mieux. Et Ça veut dire que c'est pas lourd. Je veux dire, en plus, ça nous apporte des éléments. Donc, c'est absolument pas rédhibitoire au récit, quoi. alors, c'est vrai que pour ma part, hein, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses et particulièrement sur cette propagande belliciste qui avait lieu à Oxford même. Je ne m'attendais pas que l'université ait eu une responsabilité importante dans le départ de ces jeunes gens au front. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais en y réfléchissant, tout ça se tient. Avant qu'on passe à des questions plus techniques sur la traduction, donc Vera Brittain va songer au mariage. Et là aussi, il y a une réflexion qui est très intéressante sur le mariage, puisqu'elle se dit que se marier, c'est une façon d'aller vers l'avant, vers l'avenir, et d'oublier. Mais est-ce qu'elle peut oublier son passé? Je pense qu'elle ne l'oubliera. Elle ne l'a jamais oublié. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de raisonner comme ça, en disant que si elle se mariait, ça allait gommer un petit peu ou effacer les blessures du passé, et qu'elle allait se tourner vers l'avenir. Bah, c'est une femme résiliente, hein. Elle n'est pas dans la déploration. Quand on pense à tous les deuils qu'elle subit dans la première partie de cette autobiographie, enfin, c'est d'une cruauté inimaginable, indépassable. Et elle est toujours debout, enfin, même si elle traverse une période qu'on pourrait dire dépressive, hein, ou dépression latente, ou subdépression. Mais elle est quand même résiliente. On voit bien, on a parlé de sa volonté, hein, on voit bien que c'est une petite femme arc-boutée, la vie jusqu'au bout. Hein, rien ne vaut la vie. Elle essaie de préserver la vie des hommes qu'elle soigne, mais et aussi la sienne. Elle ne survit pas, cette femme, elle vit. Elle n'est pas dans la survie, elle est dans une vraie vie. Donc se marier, effectivement. Mais ce que j'ai trouvé assez attendrissant, c'est que quand elle envisage finalement de se marier avec son prétendant, qui est tout à fait recevable, euh, elle a une espèce de superstition. Vous l'aurez remarqué, elle croit que jusqu'à la dernière minute, en fait, ça va pas se faire. Ça va pas se faire, il y aura des incidents, il y aura des obstacles, il y aura des imprévus, et au fond, elle va pas se marier. Donc, je pense qu'elle envisage tout ça. Elle est ambivalente, hein, quand même. Elle Ah est oui, un oui, peu complètement. Ouais, ouais. pour toutes sortes de raisons. Une femme doit-elle se marier après tout, hein? C'est la première question qu'on peut se poser. Et je crois quelque part, elle essaie de conjurer le mauvais sort et de se dire non, mais je veux même pas y aller parce que ça marchera pas. C'est très attendrissant, j'ai trouvé. Alors, on va revenir à cette traduction, puisque pour une fois qu'on a alors, un traducteur est aussi un petit peu un auteur. Alors, moi, vous êtes deux sur la Ouais. traduction, parce que je pense que c'était riche. Comment vous êtes partagé comment vous avez fait pour travailler à deux? Vous êtes dit, bon, on le divise, donc il y a trois parties, mais vous l'avez divisé en deux. Un fait la première partie, l'autre la. Comment ça se passe? Oui, mais ça s'est fait. C'est ce qu'on aurait fait si ça s'était fait au départ. C'est assurément ce qu'on aurait fait parce qu'on est deux anglicistes de même parcours, vous voyez. Donc, on a les mêmes présupposés. Aucun des deux n'aurait eu l'inquiétude de contrôler l'autre. Il faut que je vois ce qu'il sait faire parce que, ma foi, non, là, on était tranquille. Par contre, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'il y avait eu des rebondissements, hein. Les éditions Viviane Ami avaient eu des soucis, avaient failli mettre la clé sous la porte. Et donc, je m'étais arrêtée à la moitié parce que il n'y avait plus rien à faire. Et j'en étais désolée, mais bon, cela dit, j'avais été payée naturellement, hein, mais j'en étais désolée parce que je croyais beaucoup à ce bouquin. Cela dit, Lise Chasteloup, l'éditrice, j'ai bien compris qu'elle y croyait, elle aussi, avec le même acharnement, la même passion. Donc, elle m'a recontactée assez vite. Et d'ailleurs, même quand il y a eu ces problèmes, Lise Chasteloup m'a dit « Oh non, mais moi, je ne baisse pas les bras. Attendez, attendez, ce n'est que partie remise. On va se revoir. » Ce qui a été fait. Mais évidemment, quand Lise Chasteloup m'a recontactée, moi, j'étais sur autre chose. Et sur autre chose d'énorme qui était la biographie de Philippe Roth, ça faisait 1500 pages, enfin bon, donc je ne pouvais pas m'arrêter. Et donc j'ai pensé à mon camarade et complice Guy Jamin, et je me suis dit, bah Guy, on pourrait fonctionner ensemble de la manière suivante, donc il a pris la deuxième partie, et nous nous sommes évidemment relus mutuellement. Quand un des deux avait
un écueil, un problème, il tirait l'autre par la manche, par mail bien sûr, en disant, parce qu'il vit en Angleterre, en disant comment tu vois ça, parce que là je bute. Voilà les échanges qu'on a eus. Et en général, quand il y a une traduction, alors je pense que vous avez déjà été confronté à ça. Normalement, quand on traduit un auteur, il est normalement vivant, j'ai envie de dire. Donc on peut Oh, échanger il avec peut être lui. tout à fait normalement mort. Oui, possible. Mais je veux dire, est-ce que vous avez carte blanche? Parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on a un auteur qui est à l'étranger, qui est anglais. Donc, vous traduisez, j'imagine que vous vous tournez aussi vers l'auteur en lui disant, voilà, il y a des échanges. Là, Vera Brittain, elle est morte et enterrée depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous êtes permis des choses ou vous aviez une consigne stricte de la part de l'éditeur? Je sais pas, comment ça se passe, ce genre de choses? Non, je pense que Lise Chasteloup et nous, on a fonctionné vraiment dans l'écoute et la flexibilité. Personne était campé sur ses positions. C'est pas du tout le genre de la maison. C'est très convivial. Je voudrais que Vera Brittain, on ne se demande pas ce qu'elle a voulu dire en général. C'est assez rare qu'on se demande ce qu'elle a voulu dire. Et si on se le demande, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas l'usage que le mot pouvait avoir à l'époque, on se pose des questions. Mais je dirais que ce n'est pas du tout une écriture énigmatique. Tandis qu'il y a des auteurs qui sont morts, oui, en effet, et on se dit, ben là, il va falloir que je fasse tourner les tables pour avoir la réponse, parce que tel que, je ne sais pas trop. Après, vous avez aussi des auteurs qui, quoique vivants, et quoique extrêmement obligeants pour tout ce qui est des références culturelles, etc., ne veulent pas éclairer ce qu'ils ont voulu énigmatique. Je Oui. traduis Richard Ford, et Richard Ford est un auteur profondément énigmatique. Il va me dire tout ce que je voudrais dans les détails sur une institution, sur un lieu, etc. Là-dessus, il prendra tout son temps, il est plus qu'obligeant. Maintenant, si je lui demande en substance qu'est-ce que vous avez voulu dire, la réponse sera en substance courtoise, débrouillez-vous, voyez. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter ce que racontait le traducteur d'Umberto Eco, hein, le traducteur britannique d'Umberto Eco, qui questionnait Umberto Eco sur un passage, et Eco lui avait répondu « You don't understand it, my friend. Skip it, no problem. » Vous ne comprenez pas, mon ami, sautez-le, il n'y a pas de problème. C'est assez rare que les auteurs pensent ça. Vous avez mis combien de temps pour traduire ces 736 Ah pages? oui, on nous demande souvent ça. Je pense que j'ai mis 6 mois pour traduire la moitié. Vous voyez, je pense que Guy a dû mettre 6 mois pour traduire l'autre moitié. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais Oui, non, mais oui, oui, c'est c'est cet ça. ordre-là, quoi. L'ordre de. Ouais, donc c'est énorme, c'est colossal. Ah ben, c'est-à-dire que traducteur, c'est un métier de patience. Vous traduisez que des. Dans la littérature ou vous avez d'autres activités de traductrices? Vous voulez, est-ce que je traduis Des thèses, de documents Ah ou non, vous non. vraiment God forbid. Non, non, non. Je traduis depuis, ça doit faire 35 ou 37 ans. Je n'ai jamais traduit que de la littérature. Par contre, pas que de la littérature de fiction. Ça m'arrive de traduire des essais aussi. Pas beaucoup, mais ça m'arrive. Et ça m'intéresse beaucoup. Je me suis essayée depuis 2, 3 ans au roman graphique. Ça m'a beaucoup amusé de traduire des bulles. Je trouve ça très intéressant. Enfin, je suis très, très, très ouverte au genre littéraire. Ça me va comme un gant, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu. Ah, mais je n'ai pas vécu de ça, hein. J'ai enseigné. D'accord. Oui, on J'ai imagine que enseigné. quand on fait de la traduction, on a le goût de la langue avant, on a fait des études. D'ailleurs, on fait quoi comme études quand on est traductrice Bon, bah, écoutez, moi, j'ai fait une agrégation d'anglais, une licence d'anthropologie sociale, un début j'ai un doc de japonais et puis une thèse de littérature. Voilà, oui, rien, une paille. Si, Ben, quand même, vous avez quand même un bagage. l'air de rien, je suis une grosse bosseuse. Oui, 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 mais c'est comme souvent. D'ailleurs, moi, en magasin, souvent, on me disait, oh là, mais c'est mal traduit. D'ailleurs, quand on trouve qu'en général, quand un livre étranger, on le trouve mauvais, on ne dit jamais que c'est l'auteur qui est mauvais, on dit toujours que c'est le traducteur qui est mauvais. C'est pas Alors bien. ça, c'est aussi c'est une grande question. Les traducteurs ont dû lutter pendant très longtemps auprès de leurs éditeurs, mais les choses ont beaucoup changé. Les traducteurs ont dû lutter pour imposer des traductions lourdes quand le texte original est lourd. Ben oui, on va dire c'est lourd, mais écoutez, il a été écrit comme ça. Donc, si vous voulez, vous n'imaginez quand même pas qu'un traducteur, je ne sais pas, italien ou allemand,
recoupe les phrases de Proust parce qu'elles sont trop longues. Nous savons bien, non, mais je plaisante qu'à moitié, hein, nous savons bien, nous Français, que la longueur des phrases de Proust n'est pas là par hasard et qu'on ne peut pas dire la même chose en les coupant. C'est pas possible. Donc, nous avons dû pendant longtemps lutter pour reproduire des styles obscurs, lourds, filandreux, parce que nous considérons que notre métier consiste aussi en ça, hein, à restituer le style dans sa singularité. Donc, quelquefois, c'est mal traduit, mais quelquefois, c'est mal écrit, entre guillemets, ou écrit d'une manière qui ne convient pas au lecteur. Alors la question qui tue sur la traduction, c'est traduire, est-ce trahir? Il y a des trahisons fertiles, hein. Non, je ne crois pas que traduire soit trahir, et je pense que d'ailleurs, si on n'avait pas eu cette homophonie presque entre traduttore et traditore, c'est la formule qui tue, hein, forcément. Si on n'avait pas eu cette parenté, la question se poserait probablement moins. Je ne dis pas qu'elle vienne de là, hein. Si vous voulez, il est assez normal que l'interprétariat et la traduction induisent une certaine suspicion, parce que le traducteur est un intermédiaire. Non seulement est-il un intermédiaire, maintenant on le voit avec une immense bienveillance sous les traits d'un passeur. Mais ce ne fut pas toujours le cas. Il y a eu des hauts et des bas là-dedans. Vous avez quelqu'un qui vous dit « ça veut dire ça », mais vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Donc, évidemment, la suspicion peut naître, ça c'est la première chose. D'autre part, le traducteur est un témoin gênant. Il est le témoin que le lecteur ne connaît pas la langue de l'original. Alors, les témoins gênants, hein, on a des relations très ambivalentes avec eux. Il y en a même certains qui terminent dans le béton en Sicile. Donc, notre profession, elle est ambiguë. Elle est ambiguë. On peut nous idéaliser sous la figure du passeur, hein, comme on peut aussi considérer que nous sommes des gens peu scrupuleux. Enfin, il y en a beaucoup écrit, même il y a beaucoup de fiction sur le personnage du traducteur. Il y en a une nouvelle qui s'appelle « Le traducteur kleptomane », qui est fort drôle, c'est une nouvelle allemande, où le traducteur, chaque fois on dit il y avait un lustre avec 36 pendeloques, ça devient dans la traduction, mais un lustre à 30 pendeloques, comme s'il avait récupéré les pendeloques et les avait mises dans sa poche. Donc évidemment que tout intermédiaire, tout passeur peut être l'objet de conjectures peu favorables, hein. Non, traduire, ce n'est pas trahir. Traduire, c'est densifier l'œuvre. Plus on a de traduction, plus l'œuvre prend de feuillets, si vous voulez, plus elle prend de densité. Et si on retraduit, on va éclairer l'œuvre d'un jour différent et on va l'augmenter encore, hein. On va la déplier. C'est presque un espace fractal. Plus vous dépliez, plus vous dépliez. Je pense que la traduction, ce n'est pas une œuvre de création, mais c'est une œuvre d'enrichissement, non pas parce qu'on ajouterait quelque chose à l'œuvre, je ne crois pas, on n'y met que ce qui s'y trouve, hein, à condition de comprendre que l'œuvre, elle est dans sa réception aussi. L'œuvre, c'est une transaction entre l'auteur et le récepteur, hein, et bien entendu, plus vous avez de récepteurs-traducteurs à travers les langues, plus l'œuvre se densifie. Voilà, je vois ça comme la pivoine, vous voyez, la pivoine dont le bouton est rond comme ça et qui va s'épanouir, s'épanouir. Il n'y a pas de fin à la traduction. J'ai lu quelque part, l'artiste achève l'œuvre de Dieu. J'ai trouvé ça très beau, je n'ai pas trouvé l'auteur. Eh bien, le traducteur achève indéfiniment l'œuvre de l'artiste. C'est pas mal. Avant qu'on passe aux questions du public, moi j'ai une dernière question. Si vous aviez la possibilité de dire quelque chose à Vera Britten après avoir traduit ses mémoires, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, si ce n'est pas indiscret? J'aurais envie de lui dire, vous avez été si vivante, vous n'avez pas vécu pour rien, vous nous faites vivre davantage, vous nous augmentez. Oui, je dirais ça. Alors, il y a un petit message de Vanessa qui dit qu'on lui a donné envie de lire, elle dit roman, elle dit oups, autobiographie. Donc, vous voyez, c'est le contagieux. job. Alors, Fabrice, lui, il a une question sur les outils que vous utilisez. De quels outils disposez-vous pour faire une traduction? Alors, si sa question, assez logiquement, veut dire est-ce que vous servez d'un dictionnaire, par exemple, hein, ou de plusieurs dictionnaires? Oui, j'ai plusieurs dictionnaires, mais je m'en sers assez rarement. Et d'une manière générale, je vais me servir d'un dictionnaire unilingue, un gros dictionnaire, pour voir s'il n'y a pas un sens de ce mot
qui va arriver en 11e position dans le dictionnaire et qui me débloquerait la situation. Donc, ça peut m'arriver de consulter ce type de dictionnaire. Autrement, maintenant, évidemment, on vit beaucoup avec Internet. Donc, en quelques clics, on arrive à retrouver toutes sortes de choses qui peuvent être aussi bien une école philosophique, une chapelle artistique, que quelque chose d'extrêmement concret. Il y a quelques années de ça, je traduis un roman américain où le père marie sa fille et il veut la marier à domicile et il veut louer un parquet et son terrain est accidenté. Donc, il y a toutes sortes de références techniques à ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, je vais sur Internet et je tape louer un parquet pour terrain accidenté. Vous voyez, donc en fait, Internet est un outil prodigieux pour ça, hein, à tous égards. Il faut bien voir que moi, j'ai commencé avant Internet, puisque j'ai commencé en 84, 85. Et là, quand j'avais une référence religieuse, par exemple, que je ne connaissais pas, j'allais voir le prêtre de ma paroisse. Quand il était question de lutte, j'allais à la Fédération française de lutte. Le travail de traducteur, alors c'était bien en même temps, hein, c'était intéressant, ça permettait de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement. Mais Internet nous simplifie vraiment la vie. Alors, pour compléter ce que je suis en train de dire, il y a un outil auquel peut-être le lecteur ordinaire ne pense pas, mais lorsque nous traduisons un livre, surtout si c'est un roman, bien sûr, c'est une œuvre de fiction, nous lisons les autres œuvres de l'auteur. Nous lisons la réception critique aussi, hein, nous lisons toutes sortes de choses autour, hein, autour du texte. Là, je viens donc de retraduire Brave New World de Huxley. J'ai lu les autres œuvres de Huxley. J'ai regardé des émissions. Enfin, je dirais que le traducteur fait flèche de tout bois. Carla demande qui auriez-vous aimé traduire et que vous n'avez pas traduit? Cormac McCarthy. C'est tout de suite. Hein. Ah oui, oui, c'est instantané. J'en rêvais et je ne l'aurais pas fait. Mais on n'a qu'une vie. Ouais, on ne sait jamais s'il est retraduit. C'est possible ou pas? Non, je ne pense pas du tout qu'on soit en voie de le retraduire. Il a d'ailleurs été admirablement traduit, mais ça, ce n'est pas une raison. Il a été admirablement traduit. Ce n'est pas parce que je pense que... mais admirablement traduit, on le retraduit quand même. Ce n'est pas une question de qualité. Oui, la musique de cet auteur est tellement extraordinaire. J'aurais vraiment beaucoup aimé le traduire, oui, c'est sûr. Alors justement, Olivier, je vais rebondir sur ce que vous disiez, il a été extrêmement bien traduit. Olivier demande, c'est quoi une bonne traduction selon vous? Je vais vous en donner un exemple. Il y a quelque temps, une amie d'amis, écrivaine, vient chez moi et me dit qu'elle a retraduit Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui a été traduit plusieurs fois. Et elle me le dépose. Et je suis bien embêtée parce que je me dis, il va falloir que je lui en dise quelque chose et je ne sais pas ce que j'en penserai, c'est délicat. Enfin bref, ça m'embête. Hein. Ça m'embête, mais cette femme m'intéresse par ailleurs, hein, cette écrivaine m'intéresse. Et donc, je me couche le soir avec le bouquin que je connais presque par cœur, surtout l'ouverture. L'ouverture, c'est cette femme de 50 ans qui est femme d'ambassadeur, je crois, enfin d'homme politique, et qui donne une grande réception le lendemain et qui marche dans les rues de Londres avec c'est le matin est frais, on entend Big Ben, le ciel est clair. Elle marche avec une certaine euphorie, si vous voulez. Hein. Donc, c'est le style de Woolf très particulier. Je connais très, très bien cette ouverture. Je prends le livre et je le prends en me disant, tiens, comment elle aura contourné telle difficulté, parce que c'est pas facile à traduire l'adjectif crisp, par exemple. Et je prends le livre et je regarde. Et au bout d'un moment, je ne cherche plus du tout comment elle a surmonté les difficultés, parce qu'au bout d'un moment, je plane. Parce qu'au bout d'un moment, je suis Mrs. Dalloway dans Bond Street. Aucune traduction ne m'avait fait cet effet. Elle est enivrante, elle est planante. Après, j'ai demandé à Nathalie Azoulay, c'est son nom, je le prononce, j'ai demandé comment elle avait fait, elle ne le sait pas. Elle l'a refait jusqu'à ce que ça sonne comme elle voulait. Et ça, jamais je n'avais entendu c'est le mot, le verbe de Woolf traité de cette manière. Je pense qu'il bien sûr, il y a beaucoup de travail et de réflexion, mais il y a tout ce qui relève de l'intuitif, de l'émotionnel, de la musique.
Ah, il y a d'autres types de bonnes traductions. Mais voilà, ça, c'était mon aventure avec Mrs. Dalloway. Alors, Claude demande, peut-on faire un rapprochement de Vera Brittain avec Virginia Woolf au niveau des idées? Oh que oui. Oh que oui, et pas par hasard. Pas par hasard, parce que euh, quand Virginia Woolf nous parle de la condition des femmes, et elle en a largement parlé, toujours avec un humour assez mordant, hein, elle aussi, un peu plus mordant encore pour Woolf, on est vraiment sur la même époque. On est vraiment sur Virginia Woolf, ne l'oublions pas, c'est vraiment un point commun qu'elles peuvent avoir. C'est payer sur son propre argent, quand elle était jeune fille, des leçons de grec pour pouvoir accéder à la philosophie grecque dans le texte. Donc, vous voyez, on a tout à fait cette préoccupation, un lieu à soi, une chambre à soi, que les femmes puissent avoir de l'espace pour penser et qu'elles soient prises au sérieux. La grande question de se faire prendre au sérieux. C'est fou ce qu'on a mis du temps et ce n'est pas tout à fait fini à ce qu'on nous prenne au sérieux. Bon, on peut prendre au sérieux. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Thomas, lui, rebondit sur, vous avez évoqué Nathalie Azoulay, qui est autrice. Il y a beaucoup d'auteurs qui font des traductions. Est-ce que vous seriez tenté d'écrire, vous, un roman? Faire l'inverse, c'est-à-dire que le traducteur Oui, oui, devient... oui, oui, tout à fait, j'entends bien. Alors, un roman, non, parce que je pense que le roman est une arnaque, mais c'est un vaste sujet. Donc, un roman, non. Des nouvelles, oui. Pendant le Covid, j'écrivais des nouvelles pour me désennuyer, on va dire, pour me distraire, en tout cas. Oui. Vous arrivez à vous ennuyer avec tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à traduire, vous Non, mais arrivez... c'est plutôt un ennui un peu métaphysique. Vous voyez ce que je veux dire? Covid, claustration, où va le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Ennui, c'est un mot que les Anglais nous ont. On leur a pris spleen, ils nous ont pris ennui. Alors, pour distraire mon spleen, si on veut. Là, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la langue anglaise? Qu'est-ce qui me plaît dans Pourquoi la vous avez langue? choisi l'anglais et pas l'espagnol et pas l'allemand, par exemple? C'est une question de goût, j'imagine. Ou de... Qu'est-ce qui vous attire dans la langue anglaise? Alors, ce qui m'a attirée dans la langue anglaise, n'oublions pas l'âge que j'ai, hein. Moi, je suis née en 51. Donc, ce qui m'a attirée, c'est la déferlante du rock et de la pop. Parce que moi, j'avais 14 ans quand j'ai acheté mon premier disque des Stones. Donc, cette langue, elle était, j'allais dire, d'emblée musicale, d'emblée musicale, d'emblée rebelle, contestataire, hein. On voit bien ce qui est en train de monter avec le rock and roll. D'emblée sexe, hein. Il y avait du sexe dans tout ça, bien sûr, hein. Elvis Presley, Mick Jagger, on voit bien ce que ça représente. Donc, il y avait quelque chose d'un peu transgressif. Et il y avait quelque chose, il y avait une musicalité qui était très particulière, qu'on pouvait entendre même hors de la musique, mais qui quand même était mise en relief par la musique, par le phrasé d'un chanteur comme Bob Dylan, hein. Il a un phrasé très particulier. Donc il y avait tout ça, il y avait et encore au lycée, à ma génération, on n'étudiait plus les auteurs. Ma mère avait étudié Shakespeare, ma grand-mère avait étudié Shakespeare, mais pas moi. Donc en réalité, j'ai découvert la littérature anglaise plus tard. Mais là, ce qui me plaisait, c'était même le plaisir de prononcer l'anglais, le plaisir phonétique, buccal de prononcer l'anglais, hein. Ça m'a attiré tout de suite. Je trouvais cette langue tellement différente de la nôtre. Il y a un schéma intonatif différent. Il y a des accents toniques. Je la trouvais nerveuse. Je lui trouvais des reprises comme à une voiture qui est nerveuse, justement. Donc, elle m'attirait énormément. Qu'est-ce qu'il y a de Vera Brittain en vous? J'espère bien qu'il y en a en nous toutes. Oui, Et je prends ce pari. ouais. Mais vous, un mot, un adjectif, ça serait quoi? L'engagement, la lucidité, la modernité, le féminisme? Vraiment, Tout. tout me plaît chez cet extraordinaire personnage. Tout. Sans, vraiment, alors, j'hésite entre la profondeur et la lucidité. Mais sa lucidité, pour moi, elle est indépassable. Elle est tout bonnement extraordinaire. Et non seulement je l'admire profondément, mais elle me réjouit, elle me rend optimiste. Je me dis, on a quand même eu quelques petites malignes. Alors, vous êtes aussi une lectrice, et moi, j'aimerais bien que là, maintenant, tout de suite, vous nous fassiez un conseil de lecture, si vous voulez bien. Alors, un conseil de lecture à travers les âges? Si vous voulez, un livre que vous avez envie de donner envie de lire aux lecteurs qui nous regardent. Ou un Il livre y qui vous a a, il y a tellement de livres à lire qu'on pourrait se promener dans une librairie
les yeux bandés et attraper le premier qui vient, après tout, hein, parce que tout livre est une petite aventure. Celui qui pourrait plaire à tout le monde, celui qui pourrait enthousiasmer tout le monde, celui qui pourrait, j'allais dire, révolutionner tout le monde, que j'ai découvert seulement à l'âge de 20 ans, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Alors là, je ne vois pas qui pourrait ne pas aimer 100 ans de solitude, qui est un homme qui va entraîner le lecteur, hein, dans une Colombie et dans le réalisme magique, où les morts reviennent, où on leur parle, où la plus belle femme du monde, qui s'appelle Remedios la Belle, est trop belle pour ce monde, et un jour qu'elle est en train d'accrocher les draps dans le jardin, elle va monter avec les draps au ciel, comme une vierge qui monte, comme l'Assomption de la Vierge. Il y a des choses tellement extraordinaires là-dedans, et la magie du verbe. Alors, je ne peux pas lire l'espagnol, mais la traduction, donc je ne peux pas dire si c'est une bonne traduction au sens conventionnel du terme, mais elle vous emporte, elle vous arrache. Donc, je pense que 100 ans de solitude peut plaire à beaucoup. Moi, il y a une traduction qui m'a emportée, c'est la vôtre et celle de Guillaume. À la Donc, bonne heure. moi, mon conseil de lecture ce soir, c'est Mémoires de jeunesse, donc Vera Brettel, traduit par José Camoun et Guy Jamin. C'est aux éditions Viviane Ami. Vraiment, je vous engage à aller en librairie dès demain matin. Ou si vous avez envie de le lire ce soir, vous pouvez aller sur le site Un endroit où aller. Nous avons un petit bouton qui vous permet d'acheter dans une librairie indépendante de votre choix et vous aurez l'accès immédiat. Donc, n'ayez pas peur de ces 736 pages. Vraiment, moi, j'ai plongé dedans et j'ai envie de dire, laissez tomber tout ce qu'il y a à la rentrée, là. Allez-y là-dedans, il y a du roman, il y a tout là-dedans. Il y a de la politique, il y a de l'engagement, il y a du féminisme, il y a du passif. Bah, José qui va me contredire, on vient d'en parler suffisamment, mais là, vous avez quand même un vrai best-seller et on espère que le best-seller anglais sera aussi un best-seller français, maintenant désormais, grâce aux éditions Viviane Ami. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine, mais je vais laisser le mot de la fin à José, si elle veut bien. Un mot de Pessoa. La littérature, parce que la vie ne suffit pas. C'est parfait. C'est une belle conclusion. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée à tous. Moi, j'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui et de parler. Merci de votre enthousiasme. Vous faites un beau métier. Vous aussi, vous faites un beau métier parce que vous m'avez vraiment enthousiasmé dans votre traduction. Donc, l'auteur aussi, son destin m'a emporté, mais vous y êtes aussi pour quelque chose. Donc voilà, un grand merci, bonne continuation. Puis moi, je vais continuer à suivre vos traductions. Je vous souhaite une belle soirée.